du duel spirituel. On le commence un peu plus tôt qu'à l'habitude. Généralement, on commence vraiment à la 2e heure, mais on manque toujours un peu de temps. Je sais pas si tu as remarqué, Lina, donc les dernières émissions, il me semble que voilà, on est un peu expéditive vers la fin. Donc, on va commencer un peu plus tôt. Ça va nous permettre d'élaborer davantage. Donc, concept est simple. Je poserai des questions à Lina auxquelles elle devra répondre et vice-versa sous le thème « L'amour ». Et c'est le son. Je sais pas pourquoi, quand je dis l'amour, il faut que je prenne cet accent-là. L'amour, et c'est le son. Sans filtre et sans dignité, surtout, on vous dit tout. Nous vous invitons, chers enchanteurs, à partager vos secrets avec nous sur le chat. Si le cœur vous en dit, on va même publier les questions dans le chat pour, vous encourager à nous répondre et à partager des secrets honteux de votre côté aussi. Nous laissez pas seuls, pitié. Est-ce que tu es prête, Lina? Oui. Je te bombarde. As-tu déjà fait un rituel d'amour? On en a déjà parlé, je pense, mais oui. Voilà. Évidemment, tous. Allez, dites-le, qu'on l'a tous fait, pitié. J'ai toujours eu plus ou moins la hantise de la tromperie. C'est quelque chose qui me poursuit depuis longtemps. Et même si je n'ai jamais vraiment fait, comment on pourrait appeler ça, des filtres d'amour ou quoi que ce soit pour attirer la personne vers moi, mais j'ai souvent fait pratiquer la magie des nœuds afin de sceller les choses et d'essayer de faire en sorte que si quelque chose doit être fait, ce soit fait dans les règles de l'art. Je suis un petit peu comme ça, moi. C'était tellement empreint de sagesse. Mais c'était souvent avec des petits fils en coton que je teignais moi-même avec de la fleur d'hibiscus ou quelque chose comme ça. Une fleur qui rappelle vraiment l'intensité. Et d'ailleurs, la seule fois où ça n'a pas été vraiment intense, le fil s'est coloré en orange au lieu de se colorer en rouge. Et je me suis rendu compte quelques jours plus tard que j'étais amie avec cette personne et que je n'étais pas amoureuse. Et j'ai appris quelques années plus tard que le jaune ou le orangé, je ne sais plus, c'était vraiment la couleur pour de l'amitié. On n'offre pas, par exemple, un bouquet de roses rouges à un ami, mais plutôt un bouquet de roses un peu plus claires dans ces tons-là. Et je ne le savais pas sur le coup. Et je m'en suis rendu compte sans l'aide des couleurs, mais comme quoi. Je pensais que tu allais dire que tu avais teint les fils avec ton sang. Je te trouvais un peu intense pendant un instant. Non, quand même. Oui, mais pas pour l'amour, pour m'en défaire, en fait. Je suis ce genre de personne-là, moi. Donc, vous savez, on vit parfois des relations qui sont plus à sens unique qu'autre chose, et ce n'était pas mon sens. C'était pas mon sens à moi, donc j'ai fait quelques rituels pour qu'une personne se détache de moi. Parce que même par les mots, même par la communication, comme tu sais, j'ai une communication légendaire très directe, sans pas trop de tact non plus. Je suis assez brutale. Quand il est question d'honnêteté, j'ai quelque chose à dire, je le dis. Et donc, c'est quelque chose qui, malheureusement, quand il venait temps de mettre fin à une relation, ça pouvait devenir un peu compliqué pour moi parce que même le fait de dire que, voilà, je veux terminer cette relation de façon très franche et très claire, ce n'était pas accepté par mon partenaire du moment. Et donc, je me disais, j'ai fait effort, j'en ai parlé et tout. Il est temps de passer à autre chose. Donc, je faisais des rituels pour mettre fin à des relations. Et je le faisais avec beaucoup de douceur pour que ce soit dans l'intérêt de cette personne-là, pour me détacher, oui, pour briser le lien qui nous unissait, mais en souhaitant du bon pour l'autre personne aussi. Ça n'a jamais été dans un sens de cruauté ou quoi que ce soit. Ça a toujours été fait avec beaucoup, beaucoup de douceur et de respect. Mais voilà. C'était pas pour attirer l'amour, c'était plutôt pour le renvoyer, cet amour. Voilà. On nous dit dans le chat, Morgane qui nous dit « Pas fait personnellement, plutôt pour aider la sympathie à s'installer et pour l'amour, plutôt des rituels d'amour de soi, autrement interroger les cartes pour l'amour. » Ah oui, divination, ça c'est un bon point. Ça t'es-tu déjà arrivé,
Lina, dis-nous. Disons que avec les cartes, j'ai vraiment du mal à être autocritique avec moi-même. Voilà. Donc du coup, j'ai une amie, Caro, si tu nous écoutes, coucou, qui me tire les cartes dans dans ces moments-là et qui mais alors on fait ça bien. Parce qu'on les connaît, les copines. En mode, soit elles ont un jugement toujours très précis sur les personnes avec lesquelles on vit. Si, je suis sûre que vous aussi, dans le chat, vous avez des amis comme ça. Et du coup, je prends bien garde de ne pas lui expliquer la situation avant, pour pas qu'elle ait, elle non plus, quelque chose à transférer dans les cartes. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, si c'est compréhensible. Oui. Mais du coup, je dis rien du tout. Je fais, écoute, j'ai besoin que tu me tires les cartes par rapport à monsieur ou à madame. Et du coup, hop, elle fait son tirage et elle interprète en premier et après j'explique. Très bonne approche, justement, oui. Et puis après, ça me permet aussi, après son interprétation, de lui avoir expliqué, elle peut modifier aussi certaines choses qu'elle voit sur les cartes. Et moi aussi, je peux un peu aussi interpréter à ma manière. Et ce qu'on aime bien faire, surtout, c'est prendre des notes. Donc forcément, ça fait toujours des tirages très, très riches. Et surtout, ça apprend, j'en parlais tout à l'heure, à avoir un autre son de cloche que ce que l'ami va soutenir pour nous, ou que ce que nous, parfois sur les situations, on n'est pas capable de prendre du recul. Donc la divination, pour moi, c'est vraiment une source clé, mais pas toute seule. Non, ben c'est ça. C'est en fait ce que Morgane précisait dans le chat aussi, là, que quand ça nous touche personnellement, ça peut devenir compliqué. Moi, je travaille pas avec les cartes, je travaille avec le pendule, donc c'est un petit peu plus simple de mon côté. Mais oui, il m'est déjà arrivé de dire, en fait, je m'interrogeais moi-même. On peut pas utiliser le pendule pour dire est-ce que cette personne-là m'aime? C'est le genre d'approche qu'on a quand on a 13 ans. Des fois, dans un moment de confusion, parce que comme tu sais, moi et les émotions, ça fait deux. Donc, des fois, il a fallu que j'utilise mon pendule pour définir comment je me sentais. Est-ce que je ressens quelque chose qui est réel? Est-ce que c'est... des fois, je devais justement consulter mon pendule pour essayer de préciser un peu dans quel hémisphère émotionnel je me trouvais dans des moments de confusion. Voilà. Donc oui, moi aussi, la divination a pu m'aider à ce niveau-là. Est-ce que tu penses qu'on peut jeter un sort d'amour éthique, selon toi? C'est ma réponse. Un long soupir. Écoute, c'est très, très, très... c'est très délicat comme sujet. Parce que je pense que, bon, déjà d'utiliser un sort d'amour, voilà, ça frôle la manipulation, je crois. Je pense que la ligne entre manipulation et intention est très mince quand il vient le sujet de l'amour. Donc, je pense que pour l'amour de soi, ou peut-être pour adoucir une relation déjà existante, si par exemple on manque de communication, puis que je sais pas, il peut y avoir une historique dans la relation qui fait en sorte qu'il y a certains aspects de la relation qui peuvent devenir complexes. Et là, je pourrais comprendre qu'on pourrait tenter d'améliorer finalement notre approche par un rituel. Là, ça fait du sens. Mais quand il est question de faire un rituel pour trouver un partenaire ou pour faire en sorte justement qu'un partenaire nous aime, là, je pense que on vient de fuir l'éthique, mais à 100%. Parce que les gens, quand on parle de sort d'amour, les gens ont toute cette image-là un peu romanesque de faire un rituel pour que quelqu'un tombe amoureux. C'est très rare qu'on va parler d'un rituel d'amour, puis les gens vont faire « Ah oui, pour améliorer ma relation ou pour prendre soin de moi ». Les gens pensent pas à ça en premier. Les gens pensent à trouver un partenaire. Et je pense que c'est là que la ligne est très mince. C'est un terrain un petit peu escarpé là, quand il vient le temps de faire ce genre de demande-là. Parce que oui, je pense que ça va aller directement dans la manipulation et du coup, puis il y a aussi je comprends pas comment les gens se sentent à l'aise de faire des demandes de cet ordre-là, même si mais disons que ça fonctionne là. En toute honnêteté, est-ce que vous sentiriez vraiment que cette relation-là a une valeur si vous l'avez provoquée?
Jusqu'à quel point est-ce que ce que vous vivez est vrai? Moi, c'est ce qui m'empêche de même considérer de faire ce genre de rituel-là. Parce que je me dis, il me semble que j'aurais toujours un doute. Est-ce que cette personne-là a un intérêt pour moi parce que j'ai fait un rituel ou est-ce que ça se serait produit de toute façon? On n'a aucun moyen de le savoir quand on fait ce genre de demande-là. Je pense que c'est là que ça devient un petit peu difficile de prévoir si on fait quelque chose. Est-ce que c'est éthique? Est-ce que c'est pas éthique? Est-ce que ça vient bousculer le cours naturel des choses? Moi, c'est le genre de choses que j'ai pas vraiment envie d'expérimenter de mon côté. T'en penses quoi? Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est aussi un peu pour ça que j'ai voulu te poser la question. Parce que je pense qu'il y a justement, cet hiver, on disait, on se tourne pas assez vers notre pratique quand ça va pas. Et je pense qu'il y a vraiment des gens qui souffrent de la solitude amoureuse et qui pourraient être tentés malheureusement de faire ce genre de sortilège. Et pareil, je pense que j'aurais la même inquiétude que toi et de savoir si c'est provoqué ou si c'est sincère. L'un n'empêche pas l'autre, mais et si le sortilège se brisait? Et si il y a trop de et si? Oui. Et pour moi, bon, ça me paraît pas du tout éthique. Et comme tu dis, on est plus proche de la manipulation. Après, des sorts d'amour, moi, enfin, c'est quelque chose avec lequel j'ai énormément de mal. Mais, comme tu disais, quelque chose pour amener vers une communication plus saine. Moi, je sais que je suis quelqu'un de, par exemple, très impulsif. Surtout sur certains sujets. Il y a souvent du brouhaha à la maison parce que, en plus, je suis avec un taureau. Donc, je te laisse imaginer le bazar à la maison. Dès qu'on est entêté, on est deux têtus finis. Et du coup, peut-être alors prendre sur moi sans une aide, donc comme un talisman pour que j'essaye de me contenir, de ne pas partir dans l'excès, si j'ai une mauvaise réponse face à moi, enfin que j'estime une mauvaise réponse, essayer de me contrôler et tout. Il va m'arriver de faire des talismans pour ça, pour la communication, pour le chakra de la gorge, etc. et tout. Mais sort d'amour comme ça, non, c'est pas... Non, enfin, je pratique pas du tout. Non, c'est ça. Je pense que c'est vraiment, faut que ce soit tourné vers soi en premier. Tout à fait. Donc, oui, faire un rituel pour trouver l'amour en ayant comme intention de se rendre plus disponible ou de faire des démarches. Si, par exemple, c'est quelqu'un qui sort jamais de chez eux ou quoi que ce soit, qui veut trouver l'amour et tout ça, puis qui se dit, bon, ben tiens, je vais faire un rituel pour avoir le courage de sortir de chez moi ou avoir le courage de prendre soin de moi, puis de me rendre attrayante ou peu importe. Dans cette optique-là, alors oui, je pense que c'est tout à fait éthique. Mais je pense que là où l'éthique prend le bord, c'est si on fait un rituel d'amour pour tenter de faire en sorte que quelqu'un tombe amoureux de nous. Vous savez, quelqu'un de spécifique, là. Même pas une demande lancée comme ça dans l'univers, mais une personne spécifique. Je pense que là, à ce moment-là, voilà, voilà. Ça passe à côté de l'exercice, mais à tous les niveaux. Est-ce que tu as déjà eu une pratique de couple? Eh bien, non. Pourtant, mon conjoint aussi est pratiquant, mais on n'a pas du tout les mêmes croyances et du coup, on n'en trouve pas de... On a déjà essayé d'avoir un terrain d'entente pour essayer de pratiquer ensemble, mais non, pas sur ce terrain-là. Et toi? Pour moi, non, parce que je suis sauvage et je veux que ma pratique ne m'appartienne qu'à moi seule. Donc, non, j'ai pas envie d'avoir des prises de tête avec un autre pratiquant spécifiquement dans un couple. Donc, non. Et je te dirais de toute façon que je cherche à fuir les hommes ou les femmes qui pratiquent si je suis à la recherche d'un partenaire. J'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose que je veux vivre seule. J'ai pas envie d'être justement avec quelqu'un qui pratique aussi ou dont la pratique est différente de la mienne parce que ça viendrait, et encore pire si la pratique est similaire, je pense que ça viendrait justement assombrir mon élan. Donc non, c'est quelque chose que je garde personnellement
pour moi. J'ai déjà eu des partenaires qui, bon, à un moment donné, je sors dehors dans la forêt en plein milieu de la nuit pour aller allumer une torche de molène, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu fais? Puis je suis comme, ben, j'attire le solstice d'hiver, j'accueille le solstice d'hiver, c'est quelque chose d'important pour moi. Je vais faire une demande pour l'hiver et tout ça, un souhait. Bon, puis là, je mets ça de façon très, très générale et très claire. Puis oui, c'est déjà arrivé que j'ai eu un partenaire qui m'a suivi dans les bois. Ben moi aussi, j'ai quelque chose à demander. OK. Donc, on est allé dans les bois, puis on a fait notre demande. Mais en général, non. Je garde ça pour moi. Puis je vais même annoncer, avant de faire quoi que ce soit, il y a des chandelles d'allumées, n'entre pas dans la pièce. Puis je ferme la porte. Ça veut dire non. Voilà. Oui, ça aussi, pareil. Mon conjoint est très au courant. Par contre, OK, j'occupe le bureau. Donc, t'es mignon, mais pendant 3 heures, tu m'oublies, quoi. Exactement. Donc, c'est ça. C'est quelque chose qui est important pour moi je serais curieuse, en fait. Je ne sais pas s'il y en a dans les auditeurs qui pratiquent en couple. Je pense que ça peut être quelque chose d'absolument génial si les deux sont sur la même ligne, évidemment. Je pense que ça peut être quelque chose qui apporte beaucoup. Au même titre, un peu qu'un coven, finalement. Un coven de deux. Un petit coven. Je pense que ça peut être intéressant justement au niveau justement de l'élévation de pouvoir et tout ça, d'envoyer la même demande en même temps. Je pense que ça peut être quelque chose qui est très très inspirant. Mais non, j'évite. Ça m'intéresse pas. Ben, je viens de penser que nous connaissons un couple de pratiquants et je serais curieuse de savoir s'ils pratiquent ensemble. Je vais leur poser la question. Je pense qu'on parle du même couple. Oui, par simple curiosité et savoir si ça match, quoi. Enfin, c'est quelque chose qui me rend super curieuse parce que, comme tu dis, c'est une énergie de mini coven. Et moi, je pense que j'aurais, avec le recul, je pense que j'aurais plein de craintes à ce qu'on me pique involontairement un peu de moi, un peu de mon pouvoir. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je sais pas. Ça me je suis pas tranquille avec l'idée finalement. C'est parce que me connaissant, quand je suis pas seule, quand il y a quelqu'un qui est là, j'ai tendance à ne pas prendre les choses trop au sérieux. Donc j'ai l'impression que je ferais juste dire des niaiseries, puis finalement ça n'aurait pas l'effet escompté. Je m'en suis rendu compte avec mon expérience de coven du passé aussi que j'étais comme voilà. Ceux qui ont fait partie de ce coven-là savent, mais il y avait eu un documentaire, en fait, qui était en préparation sur ce coven-là. Et il y a des gens qui avaient filmé certaines de nos réunions, puis on voyait très clairement à quel point j'étais pas sérieuse par moment, puis que j'étais comme pas capable de me concentrer à 100% parce que, ben c'est ça. Des fois, c'était juste, il fallait prononcer quelque chose. Je pense que nos incantations étaient en latin en plus, juste pour être encore plus cliché. Puis des fois, il y en avait tout le temps une qui prononçait pas les choses comme il faut, puis elle parlait pas trop fort, mais des fois, on l'entendait. Et du coup, ben voilà, moi, je partais à rire. Les gens essayaient d'ignorer, mais moi, j'ignore pas. S'il y a quelque chose, je vais le dire. Donc, des fois, c'est ça, il y avait un mot qui était prononcé tout croche, puis là, j'étais comme, pardon? Veux-tu le dire seul? Donc, c'est ça. Donc, j'étais un petit peu tannante pour ça. Donc, je pense que pratiquer en couple, pour moi, ce serait, voilà. Ça n'aurait pas le sérieux que ça devrait, finalement. Ça risquerait de juste être des fous rires tout au long de la chose, qui est un bon moment en couple à vivre, cela dit, mais peut-être pas là au niveau spirituel. Tout à fait. Voilà. Comment choisis-tu les moments lunaires ou les jours planétaires pour travailler sur le cœur, l'amour de soi ou les relations, la communication, tout en général? Pour ce faire, j'attends des moments très spécifiques. Je vais travailler généralement avec la planète Vénus. Donc, à ce moment-là, je vais évidemment pratiquer un vendredi. Et je vais m'arranger pour que ce soit tout dépendant. Mais là, comme vous savez, j'ai tendance à renvoyer l'amour plutôt qu'à l'attirer. Donc, généralement, en lune décroissante, évidemment. Mais sinon, si c'était le contraire, ben là, je travaillerai en lune croissante. C'est très rare que je vais faire ce genre de demande-là pendant une nouvelle lune. La nouvelle lune, ça va vraiment être pour peut-être l'amour de soi. Quand on veut instaurer une nouvelle routine ou une nouvelle façon de faire, ça aurait sa place de travailler pendant une nouvelle lune, évidemment. Mais sinon, je suis plus du genre lune décroissante ou lune croissante quand il est question des affaires du cœur. Mais toujours un vendredi et toujours relié à la planète Vénus.
Et toi? Eh bien, Vénus aussi me dirige un peu pour toutes ces affaires-là et les émotions en général. Même s'il y a d'autres planètes qui pourraient s'y attribuer, Vénus reste, on va dire, la reine-mère dans ces domaines-là. Oui, mais en fait, je pense que d'une certaine façon, tout dépendant de la demande, toutes les planètes pourraient se prêter au jeu. Je veux dire, si c'est une question justement de prendre une décision spécifique par rapport à sa relation, ben, on pourrait travailler avec Mercure, on pourrait travailler avec la Lune. S'il est question justement d'avoir peut-être un aspect qui est plus mystérieux ou plus mystique ou même Saturne pour la stabilité, la fidélité, tout ça. Absolument. Mais je suis déjà très saturnienne, du coup, je me rends compte que je travaille très peu avec Saturne finalement. Je travaille beaucoup plus avec Mercure et Vénus très souvent. Mais oh, tu viens de me faire tilter quelque chose. Merci. Ben, c'est ce que j'allais dire. Cette émission vient d'éclore un petit œuf de savoir. Prochaine question. Oh, on n'y a pas été de main morte avec cette question. OK. Quel est ton rituel d'amour de soi préféré? Alors, faut savoir que je réfléchis pas du tout aux réponses à mes questions avant les lives pour vraiment Moi non être plus, spontanée. C'est un peu le but, hein. Mais du coup, là, je suis un peu pris de court parce que je ne sais pas. Est-ce qu'il y en a un que tu répètes régulièrement ou que tu as fait l'expérience puis tu as décidé de justement ramener ça à un moment opportun? C'est me préparer des baumes, si je puis dire, enchantés. J'adore me préparer des baumes, comme je parlais tout à l'heure de comment ça s'appelle, de ma crème pour le visage à la carotte sauvage. Et je me prépare plein de petites choses comme ça pour m'appliquer des huiles et des macérats pour me mettre sur les poignets qui sentent souvent des odeurs très parfumées. Et du coup, à chaque fois que l'odeur me repasse dans le nez, je repense aux intentions que j'ai posées le matin même avec ces huiles ou ces macérats. Ça, c'est des choses que je pratique assez régulièrement. Et je fais souvent à la fin du processus et d'élaboration de ces produits-là, il y a vraiment une intention et un rituel qui est fait pour ancrer vraiment l'intention qu'il y a sur le produit. Et ça, c'est quelque chose que je fais assez régulièrement. Sinon, un rituel d'amour de soi, me chouchouter, hein. Je pense que ça, après, ça n'a pas trop à voir avec la pratique, mais qui n'apprécie pas un bon bain, si on y rajoute un rituel comme celui qu'a donné Valérie tout à l'heure, c'est encore mieux, quoi. Après, les bains, moi, j'arrive pas à en faire régulièrement. Et tant mieux, pour des raisons écologiques, c'est mieux. Mais oui, ce genre de choses. Et toi? J'en ai un que j'ai fait à quelques reprises, mais pas cette année. Cette année, j'étais occupée. Je ne sentais pas le besoin de m'aimer. Je m'aime assez, tout va bien. Je voyais pas le besoin, donc j'ai passé outre. Mais c'était un rituel d'anniversaire que j'ai fait à quelques reprises dans le passé, qui est dans mon grimoire. Écoute, j'ai l'impression que c'est quelque chose que je vais peut-être faire par tranche de 10 ans quand je vais passer le cap de chaque année. C'est quand on arrive à son 40e anniversaire ou son 30e anniversaire. Je pense que c'est quelque chose qui va se faire pour que ça ait vraiment l'impact qui est recherché dans le rituel. Et en fait, c'est de prendre une photo de l'année qui vient de passer, donc une photo récente de nous, de la brûler en remerciant ce qui est arrivé, en remerciant les dernières années, en remerciant notre corps pour ce qui est arrivé aussi. Il y a une huile, il faut badigeonner le corps. C'est un rituel qu'on doit faire nu, donc il faut être quand même assez à l'aise avec ça et devant un miroir préférablement, avec une chandelle rose.
et on fait brûler cette photo-là de nous pour laisser place à la nouvelle version. Donc, voilà, la prochaine décennie de soi, finalement. C'est ça, c'est là qu'on fait chauffer les huiles un peu avec les mains, tout ça. On se badigeonne de cette huile rituelle-là pour accepter notre corps qui vieillit, parce que bon, on peut bien avoir toutes les interventions que vous pouvez bénéficier pour camoufler votre âge, mais reste que le corps vieillit quand même. C'est vraiment un moment d'acceptation de soi. Puis moi, à chaque fois que je le fais, je pleure. Parce que je trouve que c'est un moment où, à la fois très beau et à la fois, il y a beaucoup d'amertume à travers ça. Je pense que c'est difficile pour n'importe qui d'accepter que ces années passées-là ne reviendront pas. Qu'on vieillit et tout ça, c'est juste le cours naturel des choses. Et donc, c'est quelque chose qui est à la fois très beau, mais à la fois rempli d'amertume pour moi. Et donc, quand je le fais, ça devient très émotionnel. Donc, c'est ça. Il y a des larmes, il y a des huiles. Il y a une petite personne qui se regarde dans l'obscurité dans le miroir. Puis, mais de justement faire brûler cette photo-là, cette image de nous-là qu'on a pris récemment et de dire, bon, ben là, on entame un prochain 10 ans. Les choses vont changer. Il va y avoir des changements. Il va y avoir des choses qui vont peut-être ne plus être pareilles. Le corps va probablement prendre d'autres formes. Il va peut-être y avoir des nouvelles rides qui vont s'ajouter dans notre visage, peut-être des problèmes de santé qui vont s'ajouter à tout ça. Et il faut l'accepter, puis il faut être capable justement d'en prendre soin malgré ce qui se passe. Donc, c'est un rituel qui est assez... c'est ça. Il faut être dedans. C'est pour ça cette année, ça me tentait pas de faire ça cette année. Je n'étais pas prête mentalement. Mais c'est un rituel d'anniversaire que j'ai fait à quelques reprises. Mais comme je dis, je pense que c'est quelque chose que je fais là, peut-être à tous les 5 ans. Où est-ce que je me dis, bon, il y a une nouvelle ride qui vient d'apparaître, on va célébrer ça. Ben, tu m'inspires bien, figure-toi, parce que je suis dans l'année de mes 30 ans. C'est un grand cap rempli de cheveux blancs et ma ride du lion qui se creuse tous les jours un peu plus. Donc ouais, je trouve ça pas mal. Tu m'inspires beaucoup. C'est parce que je pense que c'est quelque chose on peut pas fuir ça. Je veux dire, souvent on se dit, si j'avais les moyens, j'arrangerais ci, j'arrangerais ça et tout ça. Si vous êtes le genre de personnes qui sont un petit peu plus axées sur l'apparence physique, ce qui est un peu mon cas, je ne mentirais pas, je veux dire. On en parle, c'est le but de l'émission. Là. Mais oui, il m'est passé par la tête justement d'avoir des traitements ou quoi que ce soit pour remplir quelques rides. Puis après un certain temps, je me suis dit, même si je fais ça, peut-être que sur le coup, oui, je vais me sentir plus jeune ou je vais paraître plus jeune. Mais au fil du temps, ça n'enlèvera pas l'âge. On peut pas échapper à ça. Donc, vaut mieux avoir une attitude différente, apprendre à accepter ce qu'on devient, tout simplement. Puis ça peut affecter les gens de différentes façons. Des fois, c'est le physique, des fois, c'est la santé, des fois, c'est l'attitude aussi qu'on a. On peut changer d'attitude au fil du temps parce qu'on prend de l'âge, on a peut-être moins de patience. On s'ennuie peut-être d'à quel point c'était plus facile d'avoir une attitude positive quand on était plus jeune. C'est pas juste au niveau de l'apparence physique. Ça va vraiment au-delà de ça. Et je pense que ce rituel-là nous permet de justement connecter avec ça, d'apprendre à l'accepter, même si des fois, justement, moi, je suis quelqu'un qui commence à avoir de moins en moins de patience avec certains comportements autour de moi. Puis pendant ces rituels-là, justement, ça me permet de me recentrer avec moi-même, de m'observer dans le miroir puis me dire « Hey, on en a passé des choses, c'est tous les mois. » Puis d'essayer justement de reconnecter avec ça de façon même à la limite humoristique. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais fait une huile puis ça sentait tellement bon que je me suis dit, je me demande si elle goûte bonne. Au moment où j'en mettais dans mon visage et tout ça, puis je me suis vue justement comme goûter l'huile en question, puis là je me suis dit, mais ça, c'est ridicule. Ça va, ça... Faut que j'arrête. Je pense que c'est parce que j'avais mis de l'huile de coco.
avec des fleurs et tout ça, puis ça sentait littéralement le dessert, là. Donc, je me suis dit, voilà. Donc, j'ai eu un moment où je me suis observée dans le miroir, je me suis dit, bon, c'était pas très spirituel cet instant, on va passer à autre chose. Je suis revenue dans le rituel par la suite, mais oui, je pense que c'est un moment qu'on passe avec soi qui peut être difficile pour certaines personnes, justement, qui sont peut-être moins confortables. C'est un rituel que je recommande fortement de faire nu. C'est pas pour tout le monde, évidemment. Il y a des gens qui ont ce blocage-là, mais tentez de passer par-dessus le blocage, tentez de faire ce rituel-là nu, dans un endroit où vous allez être seul avec vous-même, justement, puis de passer par-dessus, justement, ce blocage-là, puis d'être capable de reconnecter avec vous le temps d'un instant. Des fois, ça peut durer 5 minutes, ça peut durer 15 minutes, c'est vous qui décidez, mais de justement connecter avec vous-même là, pour... voilà. Je pense que c'est important. Tout à fait. As-tu déjà purifié un espace après une rupture? Quelle méthode recommandes-tu? Écoute, ça m'est jamais arrivé, mais maintenant que tu en parles, je pense que c'est une idée absolument superbe. Parce que bon, oui, on s'entend, s'il y a une rupture, clairement, il y a eu des discussions peut-être un peu épineuses avant. Il y a peut-être eu des querelles, il y a peut-être eu de la violence. Il y a pu y avoir la violence verbale, la violence physique. Et je pense qu'effectivement, purifier, ce serait évidemment la meilleure option. Si je devais conseiller une méthode de purification par rapport à ce besoin spécifique-là, j'utiliserais l'élément eau. Donc, clairement, une vaporisation, une infusion quelconque, parce que rien de mieux qu'un élément eau pour se rapprocher de ses émotions. Puis je pense que c'est par là qu'on devrait justement retrouver une neutralité dans les énergies là, qui sont autour de nous à ce moment-là. T'en as-tu déjà fait de ton côté? Oui, et pas seulement pour moi. Oh! Disons que certaines de mes amies ne croient pas vraiment, elles savent que je suis pratiquante, mais la plupart du temps, elles n'y croient pas. Sauf dans 2 cas. Quand elles ont besoin d'un tirage. Et les autres fois, c'est souvent... je pense en particulier à une amie qui a eu une rupture assez difficile il y a quelques mois. Et en fait, elle a acheté la maison où elle vit. Donc pour déménager, un peu la flemme, hein, mais elle a changé la déco, elle a changé les meubles. Et elle a un couloir pour aller aux toilettes. Dans le couloir, c'est comme si elle entendait son ex-conjoint crier dans le couloir, ce genre de choses pas très cool. Et maintenant j'habite assez loin. Et du coup, je lui ai dit, écoute, moi je suis pas là, mais je veux bien te préparer plein de petites choses, mais que tu dois faire par toi-même, pour toi-même, dans ta maison. Du coup, je lui ai fait une petite liste en lui précisant que c'est mieux si elle croit en ce qu'elle fait. En général, c'est beaucoup mieux. Qu'elle y pose vraiment les intentions. Et du coup, elle a reçu le colis et elle l'a pas fait de suite. Et elle a mis ça un peu de côté pendant un certain temps. Et je pense qu'au bout d'un moment, elle en pouvait plus, quoi. Et elle a pris ça très au sérieux. Elle l'a fait très sérieusement. Et elle se sent bien mieux dans sa maison. Et elle est très contente. Elle vit toute seule avec son fils en plus. Et même son fils qui était un peu tiraillé entre 2 mondes, garde alternée, tout ça. Enfin bref... tout ce qui peut se passer dans une séparation, le petit est un peu sur lui-même, renfrogné, alors que c'est un gamin plein de vie d'habitude. Et là, petit à petit, elle a vraiment senti que les énergies avaient vraiment bougé chez elle. Donc j'étais super contente parce que au lieu qu'elle me laisse ce pouvoir-là entre mes mains, j'ai pu la guider et elle a repris confiance en elle et surtout elle a purifié sa maison elle-même et elle l'a protégée aussi et je trouvais ça trop cool. Donc je le repratiquerai sans hésiter. Voilà. Mais
Écoute, c'est sûr que c'est quelque chose que, tu sais, on est habitué déjà de purifier quand on a des mauvaises énergies ou des mauvaises émotions qu'on vit et tout ça. Donc, on a dans le chat justement Elina qui nous partage qu'elle fait ça même après un live, justement pour se recentrer et tout. On a déjà ça, puis je pense que oui, c'est pas quelque chose que j'ai fait personnellement après une rupture, mais ça fait énormément de sens. Ça permet aussi, je pense, de accepter cette rupture-là avec un petit peu plus de, tu sais, avec l'élément air, de travailler avec l'élément air quand on fait ce genre d'acte rituel-là, ça nous permet justement non seulement de se recentrer, de neutraliser les énergies autour de nous, mais ça nous permet aussi du même coup d'avoir une certaine introspection pendant qu'on fait notre purification. Je pense que, ouais, je veux dire, ça nous permet d'être un peu plus sage dans nos réactions aussi, je pense, puis d'être un petit peu plus paisible avec la situation. Oui. Ou de chouiner comme moi, mais mais après je trouve ça très bénéfique en fait, parce que c'est comme si tu te disais à toi-même, ok, j'y reviendrai pas, tu vois. Enfin, il y a ce truc là aussi, enfin, et même à l'avoir fait pour une amie, du coup, enfin, j'ai adoré faire ce colis, j'ai adoré la guider, enfin, j'ai trouvé ça vraiment très chouette et voilà. Ben absolument. Voilà. Oh, la prochaine question, on y a un petit peu déjà répondu en début de discussion. C'était, est-ce que la divination t'a déjà aidé avec les affaires du cœur? Donc, on en a parlé brièvement un petit peu plus tôt. Mais oui, je pense que c'était ton cas. Oui, tout à fait. Comme je l'ai dit, jamais moi-même, parce que je suis jamais très lucide sur la situation, et je pense que personne ne l'est quand ça nous tombe dessus. Et avoir quelqu'un, c'est toujours chouette pour le faire. Après, quand on est tout seul, j'ai pas vraiment de conseils parce que j'ai la chance d'avoir une amie qui peut me tirer les cartes. Mais je ne sais pas. T'as déjà utilisé la divination à part le pendule ou quoi que ce soit, toi, dans les affaires de cœur, ou pas du tout? Oui, mais c'est ça. En fait, je me demande, est-ce que tu recherches des réponses quand tu es en période de décision, en période justement de rendez-vous, de rencard amoureux, ou est-ce que c'est quand tu es déjà dans ta relation, ou est-ce que tu sens le besoin d'utiliser la divination? Moi, c'est plutôt pour faire le point. Je vais expliquer un peu vite fait le tirage que je pratique dans ce cas-là, ou que je demande à ce qu'on me pratique. C'est que je fais une colonne de cartes pour moi et une colonne de cartes pour le conjoint. Et à la fin, il y a quelques cartes pour ensemble, pour les deux. Et du coup, il va y avoir des cartes avec des thématiques comme comment il me voit, comment je le perçois, lui, où il en est en ce moment. Et chaque carte pour ce genre de questions. Et toutes ces questions vont amener au final en mode comment la situation peut évoluer dans ce sens, nanani, nanana. Mais j'essaye toujours de réparer avant de passer à autre chose. Donc il y a toujours ce tirage-là dont je donne la base. À mon ami, bon, maintenant qu'il le connaît depuis bien longtemps, mais il y a toujours cette base-là de tirage. Et après, en cas de rupture, c'est plutôt moi, comment aller mieux si jamais je suis dans le mal, ou plutôt comment passer à autre chose, sur quoi me concentrer pour justement aller mieux. Et bon, dans mon cas, c'est souvent les mêmes cartes qui ressortent, parce que je comprends vite, mais je mets un petit temps à comprendre quand même. Moi aussi, c'est la même chose, je te dirais. Généralement, plus dans un moment décisionnel où est-ce que je ne sais pas si je devrais m'engager ou pas. Parce que ça me prend énormément de temps pour m'attacher à quelqu'un. Et donc, souvent, je vais être dans l'indécision. Et ça peut prendre non seulement quelques mois, mais ça peut prendre des années avant que je décide de m'attacher ou de m'impliquer. Donc, c'est très difficile. Et comme je dis souvent, c'est même pas pour savoir si la relation va mener à quelque chose ou quoi que ce soit. C'est de m'interroger moi-même, finalement, à comprendre qu'est-ce que je ressens, parce que j'arrive pas à comprendre moi-même. Ça arrive souvent. Je suis pas très connectée à mes émotions à la base. Donc, souvent, je suis obligée de définir
par le pendule. C'est déjà arrivé que j'ai utilisé les cartes, mais ça m'a mené absolument à rien. Ça m'a juste rendu encore plus insécure puis plus confuse sur où est-ce que ça s'enlignait tout ça. Tandis que le pendule, mais c'est très clair. Je pose des questions, c'est très clair. Est-ce que je me sens comme si? Est-ce que je dois développer certaines choses ou pas? Donc, c'est très, très particulier pour moi, mais c'est vraiment par rapport à moi. C'est jamais par rapport à l'autre personne. Je cherche des réponses pour moi-même, finalement. Et c'est comme ça que ça fonctionne de mon côté. Et c'est très bien. Alors, quelle erreur tu vois souvent dans la magie amoureuse chez les débutants? On y a aussi un peu répondu tout à l'heure. Ouais. Ouais. En fait, ben c'est ça. Je pense que l'erreur que tout le monde fait, c'est vraiment de chercher à utiliser la magie pour trouver un partenaire. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. Ou des relations qui sont brisées, que les gens essaient de réparer par la magie. Ou au contraire, ils cherchent à attirer les affections d'une personne spécifique. Donc ça, c'est tout, selon moi, des erreurs parce que bon, c'est pas si ça fonctionnait aussi bien, tout le monde ferait ça, n'est-ce pas? Et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc il y a un processus de soi qui doit être impliqué. On ne fait pas un rituel juste comme ça. Je cherche l'amour, voici. Avez-vous le temps pour l'amour? Avez-vous assez d'amour pour en donner à quelqu'un d'autre ou vous cherchez à combler un vide? Il y a beaucoup de questions, de réflexions qui doivent être prises en compte quand on s'enligne dans cette voie-là pour travailler avec la magie dans un objectif d'amour. Par exemple, est-ce que si vous êtes du genre à avoir été célibataire pendant de nombreuses années puis vous prenez toute la place dans votre lit, est-ce qu'il y a de la place pour quelqu'un d'autre dans votre vie? Avez-vous le temps? Faites-vous de la place à quelqu'un d'autre? Vous devez faire de la place et vous devez surtout être capable d'être une personne à part entière. Il y a quelque chose que je déteste entendre, c'est « je cherche ma moitié ». Nous ne sommes pas des moitiés. On est des personnes à part entière. Et donc, quand quelqu'un va poser des questions rituelles, puis que c'est le genre le genre d'argument ou le genre de propos que cette personne-là va tenir, je sais d'emblée que c'est pas pour les bonnes raisons. Donc, ça, c'est le genre de choses que je vois. Il faut vraiment être en mesure. Puis, généralement, l'amour te trouve quand tu le cherches pas vraiment. Tout à fait. Donc, j'ai vraiment l'impression que c'est un moment où est-ce que tu commences à être très confortable avec toi-même, que tu commences à être très bien dans ta vie, à te sentir épanoui dans ce que tu fais. Généralement, c'est là que les choses suivent leur cours. Mais quand on est une personne, justement, qui cherche et qui cherche et qui cherche, j'ai l'impression que c'est un peu comme ce délai-là avant qu'il se passe de quoi. Des fois, j'ai l'impression que c'est la vie qui essaie de dire « t'as peut-être quelque chose à faire avant qu'on t'accorde ça ». Voilà, c'est un peu comme ça que je le vois. Mais je pense que les pires erreurs que les gens font, c'est justement de chercher à manipuler, à forcer une relation ou à forcer un amour qui, à la base, ne devrait pas avoir lieu. Donc, cette manipulation-là, c'est une des raisons pourquoi quand quelqu'un dit vous parlez jamais de rituel d'amour, puis je suis comme, c'est parce qu'il y a une raison. Ça, c'est une des choses qui fait en sorte que j'ai un petit peu de difficulté. On a Alina dans le chat qui nous dit, comment veux-tu trouver l'amour si tu ne t'aimes pas toi-même? Pourquoi chercher cet amour à l'extérieur alors qu'il faudrait d'abord se l'offrir à soi? Exactement. Puis Alina qui mentionne un très bon point qui nous dit justement, l'amour sans se l'offrir à soi attire les mauvaises personnes. Oui, d'une certaine façon, ne serait-ce que ça va peut-être nous mettre du baume au cœur pendant un instant. Je veux dire, je pense pas que c'est une mauvaise chose nécessairement, surtout les gens qui souffrent de solitude. Je pense que n'importe quelle relation peut les aider à se sentir mieux par rapport à soi, à attirer un certain magnétisme, en quelque sorte. Parce que bon, j'ai quelque chose que je dis souvent qui n'est pas une opinion très populaire, mais je dis souvent que l'amour, c'est un peu égocentrique. Parce que généralement, ce n'est pas nécessairement... L'amour inconditionnel, c'est très rare. D'aimer quelqu'un, d'être là pour la personne, de vraiment vouloir faire en sorte qu'une autre personne ait la vie plus facile, qu'une autre personne soit heureuse. Ça peut faire partie
d'une relation. Mais souvent, ce que je remarque, en tout cas dans mon expérience personnelle et avec d'autres personnes à qui j'ai parlé, souvent, on est plutôt attiré par comment cette personne-là nous fait sentir par rapport à nous. Tout à fait. Je veux dire, la nourriture goûte meilleure, la musique est toujours bonne, on pense toujours à cette personne-là, on est sur un petit nuage, on est un petit peu léger, tout ça, on se sent beau et belle quand on est en amour. Donc, souvent, je dis que des fois, j'ai l'impression que l'amour, c'est quelque chose qui est très égocentrique, dans le sens que des fois, j'ai l'impression qu'on pourrait s'attacher à ce que cette personne-là voit de nous. Exactement, comme si la personne finalement n'est qu'un miroir, puis que finalement, c'est une version de nous qu'on découvre. Puis des fois, j'ai l'impression qu'on est peut-être plus proche de ça que de ce qui est l'amour réel, justement, du don de soi, de faire en sorte que quelqu'un va justement, on veut vraiment se dévouer pour une personne. Je pense que cet amour inconditionnel-là, c'est quelque chose de très spécial, puis c'est probablement pas l'entièreté des relations qu'on a vécues dans le passé. Puis plus vous allez prendre en âge, plus vous allez reconsidérer ces relations-là et peut-être vous rendre compte, effectivement, que si... je pense qu'il y a des relations qui sont éphémères, qui sont pas faites pour durer dans le temps, qui sont là pour nous apprendre une leçon. J'ai entendu très souvent sur les réseaux sociaux récemment quelque chose qui a vraiment résonné en moi, qui disait, il y a certaines personnes qui sont là pour vous apprendre l'amour, et il y a certaines personnes qui sont là pour vous apprendre l'amour de soi. Et se sentir désiré donne confiance en soi. Oui, ben c'est ça. Donc, je pense qu'en quelque part, ça peut permettre de vivre quelque chose qui peut être positif en bout de ligne. Mais je pense que l'amour, le vrai, je pense que c'est quelque chose justement qui peut justement être plus difficile à connaître ou à expérimenter. Je pense que pour se rendre là, il faut qu'on ait cet amour de soi-là qui est en nous, déjà d'avance. Tout à fait. Ouais. Prochaine question, vous êtes prête? Voilà. T'es-tu déjà servi de ta pratique pour guérir un cœur brisé? Et oui. Oui, mais c'était vraiment en mode pour moi-même, et pareil, je l'ai fait aussi pour une amie parce que je ne voyais pas la fin de ma déprime. Et pareil, je radote, hein, pardonnez-moi, cher auditeur. Mais quand on est vraiment très mal, on a du mal à se tourner directement vers la pratique. Et cette fois-là, c'était la seule chose vers laquelle je pouvais vraiment me tourner. Du coup, au début, au lieu d'essayer juste de me redonner confiance, de faire des choses qui allaient me donner de la joie ou des émotions plaisantes autres que la tristesse, j'ai fait simplement des choses pour me protéger. Pour me barricader. J'ai cloué des planches aux fenêtres de ma chambre, clairement, quoi. Et ça n'a pas servi à grand-chose. Et je me suis rendu compte que dans certaines phases de deuil, moi, à l'occurrence, c'était pour une rupture amicale par trahison qui a été très, très violente pour moi. Et vraiment, enfin, ça m'a vraiment mis dans un état pas possible. Et bien en fait, parfois, il n'y a que le temps qui y fait. Et même si tu mets toute ton énergie dans une petite reconstruction, et ne serait-ce qu'en passant par la pratique, pour certaines choses, il n'y a que le temps qui y fait. Et ça a été le cas pour cette rupture amicale. Il n'y a que les mois et les mois qui ont coulé qui ont pu me réparer. Ni la pratique, ni les amis, ni rien du tout n'y a fait, quoi. Et voilà. Et toi? Ben, comme vous savez, j'ai pas vraiment beaucoup d'émotions, donc c'est très rare qu'il m'est arrivé d'avoir le cœur brisé. Mais quand ça m'est arrivé, je dirais que tout ce que j'ai demandé, je demande toujours la même chose en fait. Je suis très prévisible dans mes approches rituelles. Je demande toujours la même chose, que peu importe ce qui se passe, que je puisse y faire face avec grâce, avec élégance et surtout avec facilité.
Donc, peu importe ce qui se passe, je me dis, j'ai quelque chose à vivre à travers ça. Je pense que c'est très important, justement, de vivre ces émotions à ce moment-là. Donc, quand ça m'est arrivé, oui, j'ai fait exprès pour amplifier, en fait, la tristesse qui m'habitait. Donc, moi, je suis du genre moi, je vais me rendre misérable même quand je suis de bonne humeur en écoutant de la musique triste. Donc, moi, ça va jusque-là, la musique va influencer mon humeur. Donc, dans ces moments-là, bien évidemment, je vais écouter toutes les chansons qui me rappellent cette personne-là. Je vais pleurer, je vais être triste, je vais le sortir de mon système. Donc, c'est la première chose que je fais généralement. Et par la suite, c'est de faire un rituel, probablement avec l'élément feu. Donc, on a Lina qui nous dit dans le chat qu'elle, c'est l'élément air qui l'aide dans ces situations-là, justement, de guérir un cœur brisé. Pour moi, ben, je vais me tourner vers l'élément feu une fois que le côté émotionnel a pris le bord. Une fois que j'ai été capable de littéralement purger ma peine, c'est là que je vais commencer justement à travailler avec l'élément feu pour me redonner justement cette passion-là pour prendre soin de moi, pour me dire c'est pas la première fois que ça arrive, ce sera pas la dernière. On en a vu d'autres, on est capable de passer à travers ça. Oui, je parle avec moi-même comme si on était deux personnes différentes, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Mais je vais allumer des chandelles. Je vais allumer des chandelles rouges pour me remettre justement ce courage-là de faire face à ce qui se passe avec dignité. Puis de me rappeler que j'ai cette force-là en moi, j'ai ce pouvoir-là en moi de justement accepter la situation, de ne pas en faire un drame et de passer par-dessus. Parce que je pense que oui, ça peut dégringoler assez vite à partir de là. Donc pour moi, c'est quelque chose que j'ai toujours intégré dans ma pratique, justement, peu importe ce qui se passe. Peu importe que ce soit un problème de santé, que ce soit un échec professionnel ou un échec spirituel ou autre, une chose que je me demande constamment, c'est toujours que peu importe ce qui se passe, je sois capable d'y faire face avec facilité. Et comme j'y arrive à chaque fois, je sais que ça fonctionne. Donc, mais je pense que c'est important de ne pas fuir ces moments-là, de ne pas utiliser votre pouvoir pour justement vous empêcher de vivre certaines choses. Je pense que c'est très important, aussi désagréable soit-il, il faut vivre ces sentiments-là, puis il faut vraiment les sortir de son système. Faut pas... je suis quelqu'un justement qui va être le genre à bon, ben c'est terminé, c'est triste, mais bon, c'est pas la fin du monde. Hein? Puis je vais continuer à faire mon petit train-train quotidien comme si de rien n'était. Personne ne le sait. Il y a beaucoup de gens qui sont même pas au courant quand il y a eu des ruptures dans ma vie. Personne ne savait. Il l'apprenait des mois et des mois après. Ah, c'est vrai. Ben oui. Et oui. Parce que je sais que si je m'étais confiée à ce moment-là, j'aurais eu probablement un support moral. Mais c'est quelque chose que j'avais besoin de vivre dans l'intimité et j'avais besoin de l'annoncer une fois que le choc était passé. Tout à fait. En t'écoutant, je me rends compte que je suis une véritable drama queen, quoi. C'est... Ben, je pense que chacun vit... tu sais, ça dépend aussi de l'importance que tu mets sur les relations amoureuses. Il y a des gens qui sont très bien seuls. Je fais partie de ces gens-là où est-ce que j'aime être entourée de personnes, mais j'ai plus de difficultés à être en couple que d'être seule. Parce que pour moi, ça vient un peu briser mon quotidien d'une certaine façon, parce que là, je fais les choses à ma façon, même quand quelqu'un qui est très compréhensif, qui dit « Je sais que tu as besoin d'espace, je vais respecter ça. » Oui, mais tu es quand même là puis tu existes. Donc, c'est pas aussi simple que ça. je peux pas disparaître pendant une semaine. Je dois être quand même présente et tout ça. Donc, il vient un temps où est-ce qu'on s'habitue tellement d'être seul que ça devient plus compliqué d'être en couple avec quelqu'un. Donc là, il faut voir les choses différemment. Est-ce qu'on a besoin d'une relation à long terme? Est-ce qu'on a besoin d'une relation virtuelle pendant plusieurs années? Je sais pas. Mais des fois, ça devient complexe. Et c'est le genre de questions qu'il faut se poser, à savoir à quel point on est capable de faire face à ces choses-là. Il faut se connaître soi-même, là, finalement. Donc, je pense que oui, tout le monde peut effectivement vivre ça de façon très différente. Et c'est ça. Je pense que c'est très, très, très important là, de se connaître. Donc, drama queen, peut-être comparé à d'autres, mais en même temps, c'est comme ça que tu le vis. Puis je pense que c'est correct aussi. Est-ce que tu te protèges magiquement quand tu t'ouvres à une nouvelle relation? Non, mais je me protège en tout temps.
Je pense que tu viens un petit peu de spoiler la question. Mais c'est très important, protégez-vous, que cette émission vous soit utile. Soyez heureux, devenez ermite. Attention, on s'en va en zone épineuse. Non, mais je pense que ça pourrait être effectivement quelque chose qui peut amener beaucoup de positif. Ne serait-ce de ne pas perdre la tête. Tu sais, en début de relation, on peut perdre la tête, on peut dire « Ah, on voit l'autre personne dans sa soupe », on ne voit pas ce qu'on appelle les fameux « red flags ». Tout à fait. Je pense que oui, je pense que ce serait une bonne chose à faire en début de relation, de se protéger justement magiquement. Évidemment. Ça serait pas mal. Je l'ai jamais fait, mais ce serait pas mal. Et effectivement, comme tu dis, pour se protéger un peu de... Tu sais, ces 3 premiers mois où tout te semble parfait, limpide, clair comme de l'eau de roche. C'est beau, c'est merveilleux. Mais on déchante toujours très vite derrière ça. Et désolée pour le rebondissement, mais ça me fait penser à un livre qui s'appelle L'amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeder. Et je suis pas très fan de l'auteur, mais il faut bien l'avouer, ce livre. Il est un peu sarcastique sur les relations amoureuses et vraiment je vous recommande à tous de le lire dans le chat, même toi Valérie, tu vas trouver ça cocasse. À moi, quand il y a du cocasse, je suis là. Mais non, effectivement, je pense que oui, parce que ne serait-ce que pour rester soi-même, ça c'est quelque chose que je vois beaucoup de gens autour de moi faire quand il y a un début de relation. Ils s'oublient complètement. La personne prend toute la place, la personne est sur un piédestal, puis cette personne-là va même annuler des plans pour être avec cette personne-là aussi souvent que possible. Puis je comprends, ça fait partie du processus, mais ça fait en sorte aussi que on finit par... Ça devient un peu malsain, finalement. Tout à fait. Je pense que c'est quand même très intéressant d'avoir justement cet aspect de protection-là où est-ce qu'on se dit, bon, je vais rester recentrée, je vais garder justement un œil ouvert sur ce qui se passe et non pas me lancer aveuglément dans la relation. Parce que c'est un réel danger. Je veux dire, moi, j'ai des amis, ils sont en couple, ils disparaissent. Je les vois plus. C'est pareil. Ça fait 1 an, 2 ans. Là, on finit par entretenir des pensées un peu machiavéliques où est-ce qu'on se dit cette relation va bien finir un jour. Je vais pouvoir récupérer mon ami. Donc, c'est pas correct. Mais en même temps, c'est pas sain non plus. Parce que de mettre les gens qu'on a autour de soi de côté au profit d'une relation qui est toute nouvelle, ça devient fusionnel finalement. Puis moi, je pense qu'il y a il y a quelque chose de malsain à travers ça. Je pense que c'est important d'avoir du temps pour soi, même quand on est en relation, et donc de se protéger justement de cette influence-là. Je pense que ça peut être quelque chose qui est très intelligent à faire, puis très sage aussi. Oui, parce que c'est très plaisant de considérer une nouvelle relation, mais je pense que c'est très important de ne pas s'oublier à travers ça. Tout à fait. Et pareil que toi, j'ai un ami, dès qu'il est en couple, on le voit plus. Ben voilà. C'est dramatique. Voilà. Ben c'est ça. Donc, je pense que c'est très important de ne pas s'oublier soi-même. C'est pour ça qu'on priorise toujours l'amour de soi en premier. Parce que si vous êtes capable de trouver cet équilibre-là dans votre vie, de vous apprivoiser aussi, d'apprivoiser les moments où est-ce que vous êtes avec vous-même, puis de vous dire, bon, je suis avec moi-même, mais sais-tu quoi? J'apprends à apprécier la personne que je suis en train de devenir, de voir justement tout ce que vous avez accompli au fil du temps et de vraiment mettre l'accent là-dessus au lieu de voir ce que vous n'avez pas. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les demandes rituelles en général. Je ne sais pas si tu vas être d'accord avec moi, Lina, là-dessus, mais quelque chose que je remarque souvent quand il est question de demandes rituelles, ça a toujours lien avec un manque. Parce que ça prend un besoin pour faire une demande. Ça, on le sait déjà d'emblée. Mais c'est très rare qu'on va faire une demande pour amplifier quelque chose qui est déjà là, juste parce qu'on en ressent le besoin. Puis, le manque est un état qu'on peut combler soi-même.
Mais ça prend une certaine ouverture. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que l'amour de soi, quand on parle d'amour, comme je disais, c'est toujours la réaction que les gens ont. On parle d'amour, les gens s'imaginent, on parle d'amour, on parle de couple. Mais ça va au-delà de ça. Ça va au-delà de ça. Il faut être capable de s'aimer soi-même. Puis je pense que ça, c'est quelque chose qui est très, très, très difficile à faire. Je veux dire, même moi, j'ai des moments des fois où est-ce que je dois me rappeler qu'il faut que je prenne soin de moi. Je dois me rappeler que je suis pas... Les gens me perçoivent pas comment moi je me perçois. Tout à fait. On est déjà obligé de se rappeler à soi que l'on doit prendre soin de soi. Ouais. Alors on peut, pour prendre soin, c'est ce que je dis souvent à mon conjoint, et j'ai beaucoup de chance parce que je suis avec un très grand solitaire et je suis une très grande solitaire. Du coup, on se fout la paix. On prend des vacances séparément où je vais voir mes amis, ma famille, et lui il fait pareil de son côté. Oui. Et c'est chouette. Oui, ben c'est ça. Puis je veux dire, même moi, là, j'en ai parlé. Donc, j'avais eu mon anniversaire, puis tout le monde a passé tout droit. Puis je me suis dit, ben je vais pas laisser ça gâcher mon... Tu sais, pourquoi est-ce que je dépendrais des autres pour être bien avec moi-même? Donc, j'ai décidé de sortir de ma grotte, d'aller à l'extérieur, puis de profiter de ce temps-là que j'avais avec moi-même, puis de dire, bon, ben c'est comme ça. C'est comme ça que ça va se passer cette année. Puis, prendre du temps avec soi pour faire des choses qu'on aime, d'engager justement, parce que si ça reste que c'est un besoin humain, l'amour, là, on peut pas passer à travers de ça. On a une discussion que je ne vais pas répéter en ondes parce que, bon, c'est une discussion dans le chat. On parle de solitude dans le chat, à quel point ça peut être lourd et difficile à porter pour certaines personnes. Puis oui, absolument. Mais... comme n'importe quoi, il faut prendre les actions concrètes pour justement aller chercher. L'amour, ça se présente sous diverses formes. C'est pas juste nécessairement une relation de couple. Ça peut être par l'amitié, ça peut être par... ne serait-ce que quelqu'un qui vous sourit dans la rue, c'est une forme d'amour d'une certaine façon. C'est une forme d'attention. Donc, c'est de voir ces petites choses-là. Puis de vraiment apprendre à être bien, d'apprendre à ne pas fuir justement ces moments-là, où est-ce que... parce qu'il vient un temps où est-ce qu'il y a des gens qui vont être entourés de gens constamment. Je suis une de ces personnes-là, où est-ce que je vais me sentir incroyablement seule, et c'est pire quand il y a beaucoup de monde autour de moi. Donc, je vais être dans une soirée, il va y avoir 20 personnes, puis là, je ris, mais derrière mon sourire, à l'intérieur, je me sens incroyablement seule. Parce que je me dis, je suis là physiquement, mais je suis pas là vraiment. Donc, cet amour-là, c'est comme la solitude. On peut le vivre de mille et une façons. Il faut juste l'observer, puis il faut juste l'adapter pour que ce soit moins lourd à porter. Tout à fait. Mais et même en couple, tu peux te sentir extrêmement seul. Oui. Des fois même, c'est pire. C'est ça, je pense que c'est pire d'être avec quelqu'un puis de se sentir seul quand même. Puis là, tu te dis, mais à quoi bon? Je me rappelle, avec mon ex-conjoint, je m'amusais toute seule dans la rue, et un jour, j'ai eu le malheur de le faire en sa présence. En fait, je jetais des petits sorts de bonheur. Ce que j'appelle des petits sorts de bonheur, c'est par exemple... je vais trouver la robe d'une nana super jolie, ben, je vais le dire. Et en fait, je vais dire tout haut ce que je pense dans ma tête aux gens. En mode, oh, vous avez un joli sourire et tout. Et je peux passer pour une illuminée totale. Hein. Bon, ce que je suis, clairement. Mais du coup, je jette des petits sorts de bonheur comme ça. Et mon ex-conjoint me le reprochait parce qu'il avait honte de ça. Oh. Et j'étais là, mais regarde. La nana, elle a souri. Enfin, je lui ai refait sa journée. Tu vois, enfin, c'est cool, quoi, tu vois. Et non. Et il y a plein de petits comportements comme ça où tu te sens seul, ou tu vois, enfin, des fois, tu peux mettre l'autre sur un piédestal ou quoi que ce soit, et on te renvoie pas forcément la même chose en face, tout dépendant les situations, quoi. Donc, soyez vous-même, quoi. Oui, absolument. Puis, voyez, c'est ça. Essayez de faire des actions concrètes pour aller chercher cet amour-là qui se présente peut-être pas aussi facilement pour certaines personnes, puis d'essayer là, justement d'apercevoir l'amour où est-ce que vous pensiez pas que ça se trouvait, tout simplement. Exactement. Il y a beaucoup de façons, mais je pense que le besoin de connecter avec les autres, c'est quelque chose qui est très humain, là. Donc, qu'on aime la solitude ou non, je pense que tout le monde a ce besoin-là d'une certaine façon. On peut passer à côté, là, c'est très humain de le faire. Prochaine question. Où est la ligne entre amour et manipulation?
selon toi? On en a un petit peu parlé déjà, mais est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique peut-être qui pourrait justement aider les gens à reconnaître où est-ce que l'amour et la manipulation s'embrouillent? Le chantage. Oh! Pour moi, toujours en pensant à cet ami qui, dès qu'il est en couple, disparaît. Je le sais que dans sa relation, il y a un peu de ça. On a des amis communs qui sont fumeurs avec lesquels on joue à des jeux type Donjons et Dragons, pour ceux qui connaissent dans le chat. Et du coup, c'est des tablés où il y a des fumeurs autour de la table. Sa copine ne fume pas, il ne supporte pas la fumée de cigarette, donc il vient plus aux soirées. Et bêtement, l'autre jour, je lui ai dit, t'as qu'à venir tout seul, quoi, comme d'hab, enfin, il n'y a pas de problème, quoi. Et puis, tu peux nous la présenter, je sais pas, on se fait un resto ou quoi que ce soit, il y aura d'autres moyens de la rencontrer. Ouais, mais non, elle voulait voir les soirées Donjons et Dragons. Je fais, oui, alors, c'est bête, mais faire éteindre les cigarettes aux collègues, ça va être un petit peu compliqué, quoi. Et parce que c'est des soirées qui durent 6 heures sur une même table, enfin, c'est très long, quoi. Ouais. Et du coup, que des petites choses comme ça. En mode, tu peux avoir ça, mais t'auras pas ça. Tu peux avoir ça, mais t'auras pas ça. Pour moi, ça, c'est déjà de la manipulation. Et après, qu'est-ce qu'il y a d'autre vraiment où on peut être vraiment entre les deux? Je cherche, mais je pense que ça, déjà, c'est quelque chose d'assez gros, quoi. Je dirais quand on se fait reprocher d'être nous-mêmes. Ouais. Donc, quand quelqu'un, soi-disant... je veux dire, quand tu connais quelqu'un au début, c'est sûr que la personne va changer un peu parce qu'il va y avoir certaines choses qui vont changer au fil du temps. Mais je pense aussi que dans certaines circonstances, quand quelqu'un te reproche d'être simplement toi-même alors qu'en début de relation, il n'y avait pas de problème, et puis que là, on sent que la personne cherche à te mouler un peu à une image spécifique qui ne te ressemble pas. Donc, je pense que quand le fait, nos habitudes ou la façon dont on agit en général, quand ça commence à devenir un problème, puis que là, la personne tente de modifier notre comportement, de modifier qui on est, ou nos goûts, nos intérêts et tout ça, je pense que là, on est dans la manipulation. Là, c'est plus vraiment de l'amour, là, nécessairement. Je pense que c'est important de respecter. Puis ça va au même titre qu'on disait, il faut laisser l'espace à la personne d'être ce qu'elle est. Tout simplement. J'ai l'impression que les gens aussi voient l'amour avec des petites lunettes roses, dans le sens que on voit un idéal, on voit un potentiel, mais on voit pas les faits. Tout à fait. On peut tomber avec une image qu'on a d'une personne, alors qu'en réel, c'est pas vraiment ça. Donc, ne pas chercher à manipuler cette personne-là pour que ça fitte avec le potentiel ou l'idéal qu'on a en tête, mais de voir les choses telles qu'elles sont. Tout à fait. Ouais. Et pas la façonner à notre image, quoi. Exactement. Tout à fait. C'est profond, hein. Ouais, voilà. Je n'étais pas convaincue de notre sujet d'émission, puis finalement, voilà. On va à la source. Hein. On s'emporte. As-tu déjà pratiqué une magie pour renforcer la communication dans un couple? Je l'ai cité en exemple au début de cette émission, mais non, jamais. C'est vrai qu'on a un peu tout mixé, quoi. Oui, non, c'est ça. Non, j'ai jamais vraiment fait ça parce que, comme je dis, je suis quelqu'un qui est brutalement honnête. Donc, malheureusement, ça joue en ma faveur ou non. Tout dépendant si la personne est très sensible ou pas. Mais non, je suis quelqu'un qui est brutalement honnête, donc je vais pas devoir pratiquer la magie. Par contre, je te dirais que maintenant que j'en parle ouvertement et sans tabou, peut-être que je gagnerais à faire un rituel pour m'aider justement à adoucir ma communication, qui peut être un petit peu trop brutale par moment, je dirais. Et toi? Eh bien, jamais sur l'autre totalement, évidemment. Pour renforcer le lien, oui. La communication, je m'autorise pas à faire des rituels sur d'autres personnes, mais sur moi-même, oui. Comme je le disais tout à l'heure, je suis quelqu'un d'assez impulsif, et que quand j'ai raison, j'ai raison. Oui, je suis Capricorne, ascendant Vierge. Donc, plus têtu, tu meurs. Du coup, oui, j'essaye malgré moi de travailler sur ça.
ne serait-ce que dans la vie de tous les jours, sans sorcellerie, mais aussi avec un petit coup de pouce de temps en temps, parce que je suis une vraie peau de vache et que ça se soigne pas avec de la psychothérapie, donc il faut passer par d'autres biais, quoi. Non, ben c'est ça. Quand ça par rapport à soi-même, je pense que c'est, tu sais, parce que bon, on sait, la communication, c'est quelque chose d'important. Mais c'est quelque chose qu'on peut travailler en couple aussi. Oui. Je pense que c'est important justement dans un couple, si il y en a toujours un des deux peut-être qui communique un peu moins ou un peu moins bien, mais c'est quelque chose justement qui peut se tempérer, c'est quelque chose qui peut venir s'équilibrer avec justement une bonne discussion sur le sujet. Peu importe ce qui se passe, la communication, c'est vraiment la clé. Si vous êtes capable de communiquer, de ne pas justement envenimer la situation par une communication qui est très ouverte et très respectueuse, ben alors là, je pense qu'on tient quelque chose. Mais d'utiliser la magie à tout va et tout bien, je pense pas nécessairement que ce soit la solution. Parce que oui, là, je pense qu'on a couvert ça assez dans notre duel, justement, de voir dans quelles circonstances la magie peut aider certains aspects, mais ça reste que je pense que si c'est quelque chose qui se fait à deux, la magie n'a pas vraiment sa place là. C'est quelque chose que vous devez gérer à deux en équipe. C'est un peu ça, c'est un partenariat, donc ça va de soi. Et que ce soit au travail, en amitié, en amour, dans tous les domaines, quoi. La communication, c'est first. Mais si vous avez des blocages, ça peut, dans ce sens-là, ça peut aider, mais ça se travaille autrement, quoi. Tout à fait. Absolument. Bon, ben, on a passé nos questions. Il nous reste quand même quelques minutes avant qu'on ferme cette émission. Je voulais d'abord remercier les gens qui sont dans le chat actuellement pendant l'Eurovision, qui apparemment qui n'a pas autant de popularité chez nous, évidemment. Mais c'est ça, merci d'avoir quand même partagé vos expériences et tout. L'amour, c'est pas nécessairement un thème que j'affectionne particulièrement, justement parce que je trouve que c'est tellement personnel, puis c'est très difficile d'en parler ouvertement sans avoir l'air de chercher à vous convaincre de quelque chose. Tu sais, il y a des gens qui ont fait des rituels d'amour, ça a très bien fonctionné, qui sont heureux et tout ça, qui pourraient justement contredire un peu notre approche là-dessus. Puis c'est tellement intime aussi. Tu sais, je veux dire, c'est pas ça va au-delà de juste parler de magie en général. Là. On parle de magie qu'on a fait. Et de notre vie de femme aussi. Oui, ben c'est ça, c'est comme c'est assez particulier comme situation aussi. Puis je pense aussi que ça peut être il peut y avoir, en fait, pour les gens qui ont eu des partenaires masculins et féminins à la fois, l'approche est très différente également. C'est quelque chose qu'on n'a pas nécessairement abordé pendant cette émission-là, mais on s'entend que l'approche est très différente aussi, l'expérience est très différente aussi. Puis ça vient... il y a beaucoup d'introspection, de travail de soi à travers une relation de couple. Et c'est pour ça que je dis souvent que je trouve que c'est un peu égocentrique. Parce qu'on travaille sur nous à travers ça. On travaille probablement plus sur nous-mêmes que sur notre couple, j'ai l'impression parfois. Oui, tout à fait. Je vous vois dans le chat, toutes celles qui ont fait de l'introspection dans leur carnet tout l'hiver. Mais c'est vrai, parce que, tu sais, je veux dire, quand on commence à... Je veux dire, bon... je suis célibataire depuis un certain temps. J'ai des gens autour de moi qui disent ben là, ça n'a pas d'allure d'être célibataire. Tu sais, sors, tu sais, on va t'inviter. J'ai un cousin célibataire. Je suis comme non. Oh, quelle horreur. Oh non, mais c'est ça. Je fuis les invitations, t'as aucune idée. Parce que j'ai besoin d'être seule avec moi-même. J'ai besoin de m'éclaircir la tête, de voir qu'est-ce que je veux dans le futur, où est-ce que je m'enligne. Là, toutes les options sont ouvertes pour moi en ce moment. Ça se peut que je quitte le Québec, ça se peut que j'aille vivre ailleurs. Je vais peut-être vivre dans une autre province, je vais peut-être vivre dans un autre pays. Je sais pas. Tout est ouvert en ce moment pour moi et je suis pétrifiée parce que j'ai trop de choix. Donc, je sais pas où aller. Donc, je laisse les choses aller, qui est un peu mon approche avec l'amour en général. Je laisse les choses aller. Je me pose pas trop de questions. Et donc, j'ai besoin d'avoir ce moment-là où est-ce que je vais pouvoir justement travailler sur moi, m'interroger à savoir ce dont j'ai besoin. Est-ce que j'ai besoin
Ça se peut que j'avais pas besoin. Ça se peut que je sois très bien toute seule. Puis ce soit ça mon futur. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de travail de soi à faire. Puis je pense que même en relation de couple, même quand on est deux, puis qu'on a atteint notre objectif, si c'était l'objectif voulu d'être en couple avec quelqu'un, il y a quand même beaucoup de travail de soi à faire. Puis je pense que ça devient très complexe parce que là, vous faites votre travail sur vous, mais vous faites votre travail aussi basé sur... Un couple. Exact. Alors que là, ben justement, tu as plein de choix qui s'offrent à toi et justement, tu vas le décider par rapport à toi et pas par rapport à ce qui serait le mieux pour vous deux, quoi. Ça sera vraiment pour toi et peut-être qu'après, ben, tu seras plus disponible pour ouvrir le cœur ou pas du tout. Et on s'en fout, quoi. Tu vois? Je sais pas. La vie est une expérience. Et comme je dis souvent, on est 3 dans un couple. Il y a moi, il y a le partenaire et il y a le couple. Tout à fait. On n'est pas 2, on est 3. Gardez ça à l'esprit. On est 3. Ça fait beaucoup de monde. Vous êtes une entité à part entière, vous n'êtes pas votre couple. On le répétera jamais assez. Exactement, vous êtes 3. Ça fait beaucoup de gens. Ça fait beaucoup de gens. Donc, voilà. Une petite réunion collective, finalement, de temps en temps. Donc, on va fermer l'émission là-dessus parce que je pense qu'on a fait le tour. Avais-tu autre chose à rajouter, des paroles sages ou des proverbes qui... Prenez soin de vous, aimez-vous, bordel. Exactement. Aimez-vous en premier lieu et apprenez à apprivoiser justement cet amour de soi qu'on met de côté beaucoup trop souvent. Je pense que c'est important. Donc, merci d'avoir été avec nous, chers enchanteurs qui ne sont pas à l'Eurovision, comme je le mentionnais. Que votre pratique reflète vos pouvoirs et que les secrets vous soient révélés d'ici à notre prochain rendez-vous. Alina qui souligne dans le chat que notre prochaine émission aura lieu le 21 juin et ce sera la dernière de la saison, chers enchanteurs. Et la dernière de tout. On s'en reparlera en juin. Donc, c'était Lina et Valérie de Demoiselles étranges pour Radio Fantasia.